Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger deux exercices en lien avec les fonctions sinus et cosinus. Dans l'exercice 5, on nous dit soit f et g les fonctions définies sur grand R par f de x égale sinus de 2x et g de x égale 2 cosinus de x. Et donc on a représenté ci-dessous les courbes de f et g sans dire qui représente f et qui représente g. Dans la première question, on nous demande d'exprimer f de moins x en fonction de f de x et de dire ce qu'on peut en déduire sur la courbe de f. Alors pour la première question, on commence par dire que pour tout x appartenant à grand R, eh bien lorsqu'on calcule f de moins x, on obtient sinus de 2 fois moins x. Autrement dit, c'est sinus de moins 2x. Et donc, puisque la fonction sinus est une fonction impaire, nous savons que sinus de grand x, c'est moins sinus de grand x. Autrement dit, on peut sortir ce moins devant le sinus. On obtient donc moins sinus de 2x, c'est-à-dire moins f de x. Alors on en déduit que la fonction f est une fonction qui est impaire, et donc puisqu'elle est impaire, nous savons que sa représentation graphique, ou sa courbe, eh bien, sera symétrique par rapport à l'origine du repère. Il s'agit d'une symétrie centrale. Dans la question numéro 2, on nous demande de faire la même chose, mais cette fois-ci avec la fonction g. Donc nous allons commencer par dire que pour tout x appartenant à grand R, eh bien g de moins x, c'est égal à 2 cosinus de moins x. Nous savons que la fonction cosinus est une fonction paire, c'est-à-dire que cosinus de moins x, c'est cosinus de plus x. Donc ici, nous avons 2 cosinus de x, et donc nous retrouvons la fonction g. Autrement dit, la fonction g est ce qu'on appelle une fonction paire, et donc ce qu'on peut en déduire sur sa courbe, c'est que eh bien, sa courbe sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. C'est une symétrie axiale. Dans la question 3, on nous demande d'attribuer à chaque courbe sa fonction. Et donc pour cela, nous allons utiliser les résultats des premières questions. Tout d'abord, nous savons que la fonction f est une fonction impaire, donc sa représentation graphique est symétrique par rapport à l'origine du repère. C'est une symétrie centrale. Et nous voyons que la courbe C2, effectivement, eh bien, lorsqu'on la fait tourner autour de l'origine du repère, eh bien, elle vient se remettre sur elle-même. Autrement dit, elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc la courbe C2 correspond à la fonction f. Deuxièmement, nous savons que la fonction g est une fonction impaire, donc sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Eh bien, il s'agit donc de la courbe C1. Dans la question 4, on nous demande d'étudier la périodicité de f et de g. Alors pour faire cela, on va déjà regarder l'expression de la fonction f. F de x est sinus de 2x. On sait que la fonction sinus, elle est 2π périodique. Donc si vous multipliez x par 2, eh bien la période, elle va être diminuée d'un demi si on veut. Donc nous allons montrer en fait que la fonction f est π périodique. Et donc pour cela, on va calculer pour tout x appartenant à grand R, f de x plus pi. Alors f de x plus pi, c'est sinus de 2 facteurs de x plus pi. Alors lorsqu'on développe, nous obtenons ici sinus de 2x plus 2pi. Comme la fonction sinus est 2π périodique, nous savons que sinus de 2x plus 2pi, c'est sinus de 2x. Autrement dit, on retrouve f de x. Donc cela montre que la fonction f est effectivement pi périodique. Alors nous allons montrer que la fonction g, elle, est 2π périodique. Donc pour cela, on va calculer pour tout x appartenant à grand R, g de x plus 2π. Alors g de x plus 2π, c'est 2 cosinus de x plus 2π. Puisque la fonction cosinus est 2π périodique, cosinus de x plus 2π, eh bien c'est cosinus de x tout simplement. Et donc on retrouve la fonction g, ce qui montre bien que la fonction g est 2π périodique. Dans l'exercice 6, on considère la fonction f définie sur grand R par f de x égale 2 cos de x moins cos de 2x. Et donc dans la première question, on demande de calculer f de moins x et f de x plus 2π. Alors pour tout x appartenant à grand R, eh bien nous allons dire que f de moins x, c'est égal à 2 cosinus de moins x moins cosinus de 2 facteurs de moins x. On a remplacé tous les x par moins x. Alors, puisque cosinus de moins x égale cosinus de x, nous pouvons dire que ici on a cosinus de x moins cosinus de 2 fois moins x, c'est-à-dire moins 2x. Et donc on obtient finalement 2 cosinus de x moins, alors cosinus de moins quelque chose, c'est cosinus de plus quelque chose, c'est la même propriété. La fonction cosinus est une fonction paire, donc ici nous avons cosinus de plus 2x. Et on retrouve f de x. Donc ça montre que la fonction f est une fonction paire. Alors, nous allons maintenant calculer f de x plus 2π en remplaçant tous les x par x plus 2π, donc ce qui donne cosinus de
x plus 2pi moins cosinus de 2 facteur de x plus 2pi. Alors ici nous avons 2 cosinus, puisque la fonction cosinus est 2pi périodique, nous avons 2 cosinus de x moins cosinus en développant de 2x plus 2 fois 2pi. Autrement dit, nous avons 2 cosinus de x moins, et encore une fois, puisque la fonction cosinus est 2pi périodique, si vous rajoutez 2pi ou un multiple de 2pi, par exemple 2 fois 2pi, eh bien vous retombez au même endroit sur le cercle trigonométrique. Le cosinus n'a donc pas changé. Ici, c'est le cosinus de 2x, et on reconnaît donc f de x. Alors dans la question B, on nous demande d'en déduire qu'il suffit d'étudier f sur l'intervalle 0pi. Alors tout d'abord, nous venons de dire que f est 2pi périodique, donc il suffit d'étudier la fonction f sur une période, c'est-à-dire sur un intervalle de longueur 2pi. Donc puisque f est 2pi périodique, eh bien on peut l'étudier, par exemple, sur l'intervalle moins pi pi. Donc on peut l'étudier sur moins pi pi. Deuxième chose que nous avons démontré, nous avons vu que f est une fonction paire. Donc puisque la fonction f est paire, eh bien nous pouvons utiliser les propriétés de symétrie de sa courbe. Et donc, puisque f est paire, eh bien on peut couper en deux l'intervalle précédent, puisque c'est un intervalle centré 0. Donc on peut étudier la fonction f sur l'intervalle 0pi. Dans la question 2a, on nous demande de montrer que pour tout réel x, f' de x, c'est 2 sinus x, facteur de 2 cosinus de x moins 1. Alors nous allons tout simplement calculer la dérivée de la fonction f. Alors tout d'abord, nous allons dériver le terme 2 cosinus de x. Donc f' de x, c'est 2 fois donc la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus de x, moins. Donc la dérivée de cosinus de 2x, c'est une fonction composée. Nous avons 2x composé avec la fonction cosinus. Donc nous faisons la dérivée de 2x, c'est-à-dire 2, fois donc la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus, appliquée en 2x. Autrement dit, ici nous avons moins 2 sinus de x, moins par moins plus 2 sinus de 2x. Alors dans l'énoncé, il y a un terme en cosinus, et ici nous n'avons que du sinus. Il va falloir utiliser une formule de trigonométrie pour s'en sortir. Ici nous allons dire qu'on a moins 2 sinus de x plus 2, et on va dire que le sinus de 2x, eh bien, il y a une formule qui dit que c'est 2 fois le cosinus de x fois le sinus de x. Et donc nous voyons ici apparaître un facteur commun qui est 2 sinus de x que nous allons mettre devant en facteur, donc 2 sinus de x facteur, ici il reste moins 1, plus 2 cosinus de x. C'est donc bien ce qu'on voulait démontrer. Dans la question B, on nous demande de résoudre sur l'intervalle 0pi l'inéquation 2 cosinus de x moins 1 plus grand que 0. Alors pour résoudre cette inéquation, on va d'abord séparer le cosinus des constantes. On va dire que 2 cosinus de x doit être supérieur ou égal à 1. Autrement dit, cosinus de x doit être supérieur ou égal à 1 demi. Et 1 demi, nous savons que c'est le cosinus de pi sur 3. Donc l'inéquation à résoudre est cosinus de x plus grand que cosinus de pi sur 3. À partir de là, pour résoudre cette inéquation sur l'intervalle 0pi, on peut tracer un cercle trigonométrique pour voir ce qui se passe. Donc ici, nous allons placer l'angle qui correspond à pi sur 3. Et donc nous savons que le cosinus ici est 1 demi. Alors si on part de 0 et qu'on va jusque pi, eh bien au départ, nous voyons que le cosinus de tous les points qui sont assurés, eh bien, sera bien plus grand qu'un demi. On voit qu'ici, effectivement, on tombe dans une zone où le cosinus est plus grand que 1 demi. Donc en partant de 0 jusqu'à pi sur 3, on a un cosinus qui est plus grand que 1 demi. À partir de pi sur 3, le cosinus devient inférieur à 1 demi, et ce jusqu'à x égale pi. Donc nous pouvons donner l'ensemble des solutions de cette inéquation. Eh bien, c'est simplement l'intervalle 0 pi sur 3. Dans la question 3, on nous demande d'en déduire le tableau signe de f', puis de construire le tableau de variation de f. Alors nous allons construire un tableau dans lequel nous allons mettre les différents facteurs de f', c'est-à-dire tout d'abord 2 sinus de x, ensuite nous avons 2 cosinus de x moins 1 dont on vient de déterminer le signe, et puis par produit nous aurons f' de x. Une fois que nous aurons le signe de f', nous aurons les variations de la fonction f. Alors nous sommes sur l'intervalle 0, pi.
Alors sur cet intervalle, nous pouvons dire que, tout d'abord, 2 cosinus de x moins 1 est positif si x est plus petit que pi sur 3, entre 0 et pi sur 3, et 2 cosinus de x moins 1 sera négatif au-delà. C'est ce qu'on vient de démontrer dans la question précédente. Maintenant, le signe de sinus de x. Alors nous voyons que si x est compris entre 0 et pi, eh bien le sinus, lui, sera toujours positif. Donc ici, nous pouvons mettre plus. Alors éventuellement, le sinus vaut 0 en 0, il vaut 0 aussi en pi. Alors par la règle des signes, nous avons donc le signe de f'. On commence par mettre les zéros, plus par plus, plus par moins, moins. Et donc la fonction f sera croissante sur l'intervalle 0 pi sur 3, puis décroissante sur l'intervalle pi sur 3 pi. Alors pour que le tableau soit complet, il reste à mettre les images. Donc f de 0, c'est 2 fois cos de 0 moins cosinus de 2 fois 0. On trouve 1. Cosinus de pi sur 3, c'est 2 fois cosinus de pi sur 3 moins cosinus de 2 pi sur 3. Alors tous ces cosinus se calculent assez simplement. On trouve 3 demi ou 1,5. Et donc pour finir, cosinus de pi, nous avons 2 fois cosinus de pi moins cosinus de 2pi. Et on trouve moins 3. Pour finir, dans la question 4, on nous demande de montrer que l'équation cosinus de 2x égale 2 cosinus de x possède une unique solution sur l'intervalle 0 pi. Alors pour cela, on va commencer par transformer l'équation. Cosinus de 2x égale 2 cosinus de x. Eh bien, c'est équivalent en faisant passer le cosinus de 2x de l'autre côté à 0 égale 2 cos de x moins cos de 2x. Autrement dit, c'est équivalent à 0 égale f de x. On est ramené à résoudre l'équation, ou en tout cas à montrer que l'équation f de x égale 0 possède une unique solution sur l'intervalle 0 pi. Donc ça, on va le faire d'après la question, en utilisant la question précédente. Alors tout d'abord, sur l'intervalle 0 pi sur 3, le minimum est 1, donc l'équation n'a pas de solution. Donc on peut simplement chercher une solution sur l'intervalle pi sur 3 pi. Donc on va dire que sur l'intervalle pi sur 3 pi, donc f est une fonction continue sur cet intervalle, donc sur l'intervalle pi sur 3 pi. Deuxièmement, f est strictement décroissante sur cet intervalle. Et la dernière chose qu'il va falloir voir, c'est que 0 est bien compris dans l'intervalle image. Alors, nous voyons ici que f de pi sur 3, c'est 3 demi, et f de pi, c'est moins 3. Donc on peut dire que 0 appartient bien à l'intervalle f de pi sur 3. Eh bien, nous sommes dans les conditions d'application du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et donc ce théorème nous dit qu'il existe une unique solution à l'équation f de x égale 0 sur l'intervalle pi sur 3 pi. Donc si on note alpha cette solution, nous pouvons la représenter sur le tableau de variation comme ici. Et donc sur l'intervalle 0 pi, puisqu'il n'y avait pas de solution entre 0 et pi sur 3, il n'y a aussi qu'une seule solution.